Imaginez qu'on vous donne un médicament pour votre mal de dos, on vous regarde droit dans les yeux et on vous dit attention, cette pilule ne contient absolument aucune substance active. C'est du sucre, de la cellulose, zéro principe actif. Et pourtant, après quelques semaines, vous vous sentez mieux. Ça paraît complètement dingue, non? L'idée même de l'effet placebo, c'est qu'il faut y croire, qu'il y a une part de tromperie. Et c'est justement cette idée reçue qu'un champ de recherche fascinant est en train de dynamiter. On parle de placebo en ouvert ou OLP pour Open Label Placebo. Le concept est contre-intuitif au possible. On dit la vérité aux patients, on leur explique qu'ils reçoivent un placebo et on étudie les effets. On retire la tromperie de l'équation. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse qui fait le point là-dessus. Notre source principale, c'est une méta-analyse toute fraîche, publiée en juillet 2025, dans la revue Scientific Reports. Elle compile les données de 7 essais cliniques très sérieux, menés sur plus de 700 personnes qui souffrent de douleurs musculo-squelettiques chroniques, le fameux mal de dos tenace, les douleurs au genou. Et l'enjeu est de taille. D'abord, on veut savoir si l'honnêteté tue l'effet placebo. Et ensuite, comprendre ce que ça pourrait changer pour des millions de gens. La douleur chronique, c'est une des premières causes d'invalidité dans le monde. Alors, trouver des pistes de traitement qui soient à la fois sûres, éthiques et qui ne reposent pas sur des médicaments lourds, comme les opioïdes, c'est une quête absolument essentielle. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment ça se passe concrètement, une étude comme ça? J'ai du mal à imaginer des chercheurs dire simplement « Voici une pilule bidon, bonne chance ». Ça casserait toute l'ambiance, non? Ah oui, complètement. Et c'est pour ça que le protocole est la clé de tout. Ce n'est pas juste une transaction. Les chercheurs organisent une véritable consultation, assez longue, où ils expliquent le concept. Ils ne disent pas « cette pilule est fausse », mais plutôt « cette pilule est inerte, mais elle s'inscrit dans un rituel de soins dont on sait qu'il peut avoir un effet puissant ». Ils utilisent des analogies très parlantes. Comme l'histoire des chiens de Pavlov? Exactement, c'est la plus classique. Ils expliquent que le corps peut apprendre à réagir à des signaux. Le son de la cloche fait saliver le chien, même sans nourriture. De la même manière, l'acte de prendre un médicament à heure fixe peut déclencher des réponses physiologiques de soulagement, indépendamment de ce qu'il y a dans la pilule. Le corps apprend à associer le rituel au soulagement. Donc si je comprends bien, on pirate en quelque sorte notre propre cerveau. On lui apprend à associer le geste de prendre un médicament avec le soulagement, même si le médicament est vide. C'est une excellente façon de le voir. Et le point le plus important, c'est l'honnêteté et la posture adoptée. Les chercheurs ne promettent jamais la guérison. Ils disent plutôt « Écoutez, la science a montré que ce rituel peut être efficace pour certaines personnes. On ne sait pas si ça marchera pour vous, mais on vous propose d'essayer ensemble, comme une expérience collaborative. » Ça change toute la dynamique. On passe de la tromperie à la collaboration. Et la source précise que les placebos sont des pilules de cellulose ou des injections de solutions salines, c'est vraiment neutre. Mais pourquoi un tel engouement pour cette recherche maintenant? L'urgence est palpable. D'une part, on l'a dit, la douleur chronique est un fléau. La crise des opioïdes a été un électrochoc mondial, montrant les limites et les dangers d'une approche purement pharmacologique. On cherche désespérément des alternatives. Et d'autre part, il y a la question éthique. Utiliser des placebos en cachette, c'est un débat qui agite la médecine depuis des décennies. Ça va à l'encontre du consentement éclairé du patient. Les OLP, en étant transparents, offrent une voie qui respecte totalement l'autonomie de la personne. On comprend bien l'enjeu éthique et le besoin d'alternatives. Mais ça nous ramène à la question de base, qui me turlupine depuis le début. Si tout est transparent, si le patient sait qu'il avalait la cellulose, comment diable est-ce que ça peut marcher? Le truc a été révélé, non? C'est la question à 1 million d'euros. Et les théories explorées par l'étude sont passionnantes, car elles montrent que ça se joue à un niveau bien plus profond que la simple pensée positive. Ce n'est pas juste s'auto-convaincre que ça va aller mieux. Une première piste sérieuse est celle de la dissonance cognitive. Ah oui, c'est l'idée que notre cerveau n'aime pas les contradictions, c'est ça? Précisément, le cerveau se retrouve face à un conflit. Fait 1, je prends une pilule que je sais inerte. Fait 2, je participe à un rituel de soins et je ressens un début de soulagement. Ces deux idées ne collent pas.
Pour réduire cette tension psychologique inconfortable, le cerveau doit ajuster quelque chose. Et il est parfois plus simple pour lui d'ajuster la perception de la douleur que de rejeter tout le rituel. Il réécrit un peu la réalité pour qu'elle soit plus cohérente. Donc, pour se sentir mieux psychologiquement, il préfère réduire la perception de la douleur plutôt que d'admettre que le rituel qu'il suit est inutile. C'est fascinant. Et l'autre grande théorie, encore plus puissante, c'est celle du traitement prédictif, qu'on appelle aussi le modèle du cerveau bayésien. L'idée fondamentale, c'est que notre cerveau n'est pas un récepteur passif comme un thermomètre qui mesure la douleur. C'est une machine à faire des prédictions, en permanence. C'est-à-dire, Prenez un exemple simple. Vous pouvez lire une phrase où toutes les lettres d'un mot sont dans le désordre, tant que la première et la dernière sont à la bonne place. Votre cerveau ne lit pas lettre par lettre, il prédit le mot en fonction du contexte. Pour la douleur, c'est pareil. Le cerveau reçoit des signaux de douleur, mais il ne les prend pas pour argent comptant. Il les interprète en fonction du contexte. Et le contexte, je suis dans un parcours de soins, je prends quelque chose qui est censé m'aider, même si on sait que c'est un placebo, est un contexte incroyablement fort qui peut amener le cerveau à prédire moins de douleur. Ça change tout. Le cerveau n'est pas un thermomètre, c'est un devin qui essaye constamment d'anticiper la réalité. Et la source cite cette phrase géniale de Ted Kaptchuk, un des pionniers du domaine. Les effets placebo sont principalement provoqués par ce que vous faites et secondairement ou pas du tout par ce que vous pensez. Et c'est le cœur du sujet, le rituel. Ouvrir la boîte, prendre la pilule avec un verre d'eau, le faire tous les jours à la même heure, l'interaction avec le médecin. C'est l'action, le faire, qui envoie des signaux de contexte au cerveau. Ces signaux peuvent physiquement moduler la manière dont les circuits de la douleur sont activés. Le fait de savoir que la pilule est inerte devient une information parmi d'autres et pas forcément la plus importante pour le cerveau. bon, maintenant, on a vraiment envie de savoir. Qu'est-ce que ça a donné, méta-analyse? Déballons les résultats de cette méta-analyse. Les chercheurs ont regardé deux choses bien distinctes pour voir si ça marchait. Oui, et c'est là qu'on arrive à la découverte la plus importante et la plus déroutante de l'étude. Il y a une véritable dichotomie, un fossé entre les mesures objectives et les mesures subjectives. Commençons par le concret, l'objectif, les tests de fonction physique. Qu'est-ce que c'est exactement? Des tests de performance? C'est ça. Des choses très mesurables, chronométrées, indiscutables. Le test classique, c'est le timed up and go. On mesure en secondes le temps que met une personne à se lever d'une chaise, marcher 3 mètres, faire demi-tour et se rasseoir. On mesure aussi la vitesse de marche ou la capacité à monter des escaliers. C'est du factuel pur. Et le verdict de ces tests objectifs? Le résultat est tombé. Et il est très clair. Aucun effet significatif. Zéro. Les placebos en ouvert n'ont pas rendu les gens objectivement plus rapides, plus agiles ou plus performants physiquement. L'étude est assez formelle là-dessus, avec ce qu'elle appelle un niveau de certitude modéré, ce qui en langage scientifique est plutôt solide. Attendez, donc sur le plan physique, mesurable, rien ne bouge. La performance ne s'améliore pas. Mais alors, à quoi bon? Ce qui compte pour la personne qui souffre, c'est son ressenti, non? Précisément. Et c'est là que le tableau s'inverse complètement. Le deuxième volet de l'analyse, ce sont les résultats rapportés par les patients eux-mêmes, le subjectif. Ce sont des questionnaires où les gens évaluent sur une échelle de 1 à 10 leur niveau de douleur ou décrivent à quel point la douleur les handicape au quotidien. Et là, j'imagine que les résultats sont différents. Radicalement. L'analyse montre un effet positif qualifié de faible à modéré, mais statistiquement significatif. Les participants qui ont pris le placebo en ouvert ont bel et bien rapporté une diminution de leur douleur et une amélioration de leur qualité de vie perçue. Autrement dit, objectivement, ils ne vont pas plus vite, mais subjectivement, ils se sentent mieux. C'est complètement fou. Ça veut dire que leur capacité à monter un escalier ne change pas, mais ils ressentent moins de douleur en le faisant. Ça remet en question toute notre définition de la guérison. Est-ce que le but est de réparer une fonction physique ou de soulager la souffrance? C'est exactement le vertige philosophique dans lequel cette étude nous plonge. Qu'est-ce qu'un résultat clinique pertinent? Est-ce la seconde gagnée au chronomètre ou le point en moins sur l'échelle de la douleur? Pour le patient, la réponse est souvent évidente, mais les auteurs de l'étude, eux, restent sur des charbons ardents. Ils sont extrêmement prudents avec cette conclusion. Pourquoi? Si les gens disent aller mieux, c'est une bonne nouvelle, non? J'imagine que le problème, c'est de savoir si on peut se fier à ce qu'ils disent. Vous me mettez le doigt dessus, c'est un excellent réflexe. Les auteurs sont prudents pour 2 raisons cruciales. Premièrement, ils qualifient le niveau de certitude de cette preuve de faible. Ça veut dire que de futures études pourraient facilement inverser la tendance. Ce n'est pas encore gravé dans le marbre. Et la deuxième raison est encore plus critique.
Tous les essais analysés ont été jugés à haut risque de biais sur ces mesures subjectives. C'est-à-dire que si on me demande si j'ai moins mal après avoir suivi un protocole pendant des semaines, avec des chercheurs qui s'occupent de moi, j'aurais envie de dire oui, ne serait-ce que pour ne pas les décevoir, ou pour me convaincre que ça a servi à quelque chose. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle le biais d'attente ou de désirabilité sociale. Puisque les participants savent qu'ils sont dans une étude sur les placebos, leurs réponses peuvent être influencées par leurs attentes, par l'envie que ça marche. Et il est quasi impossible de démêler cet effet psychologique d'un véritable effet thérapeutique sur la douleur elle-même. C'est le principal talon d'Achille de ces études. Donc, si on résume, l'effet sur le ressenti est peut-être réel, mais la preuve est fragile et potentiellement biaisée. Dans ce cas, on en fait quoi? Est-ce que ce placebo honnête a un avenir en clinique ou est-ce que ça reste un gadget de laboratoire? C'est le grand débat. L'étude elle-même apporte des nuances qui ouvrent des pistes. Par exemple, les effets sur la douleur ressentie étaient plus nets pour les maux de dos que pour les douleurs au genou. Une hypothèse, c'est que les OLP fonctionneraient mieux pour des douleurs plus diffuses, plus liées au système nerveux central, comme le mal de dos, alors qu'une douleur au genou est souvent perçue comme un problème plus mécanique. C'est une piste. Et l'étude mentionne un autre phénomène qui incite à la prudence. Oui, ce qu'on appelle parfois l'effet de déclin. Les études les plus récentes ont tendance à montrer des effets plus faibles que les toutes premières études, qui étaient très enthousiastes. C'est un phénomène courant en science. Les premiers résultats sont souvent spectaculaires, puis à mesure que la recherche devient plus rigoureuse, les effets se normalisent, se modèrent. Ça nous rappelle qu'il faut éviter de s'emballer trop vite. Et au-delà de la recherche, est-ce qu'on peut imaginer un médecin prescrire ça un jour? Quels sont les freins? Les freins sont réels. D'abord, le risque de stigmatisation. Un patient pourrait très mal le prendre. Quoi? Mon médecin pense que ma douleur est dans ma tête et il me donne du sucre? Ça pourrait briser la confiance. Il y a aussi le risque de passer à côté d'un vrai diagnostic si on se contente de cette approche. Mais le potentiel est ailleurs et il est très intriguant. Les chercheurs évoquent une idée. Utiliser l'OPL comme un extenseur de dose. Un extenseur de dose? Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez un patient qui prend des antidouleurs puissants, des opioïdes par exemple. Le but est de réduire sa consommation. On pourrait, pendant plusieurs semaines, lui donner son vrai médicament en même temps qu'une pilule placebo en ouvert très reconnaissable. Le cerveau va associer les deux. Puis, on réduit très progressivement la dose du vrai médicament tout en maintenant la prise du placebo. L'idée, grâce au conditionnement, c'est que le placebo pourrait prendre le relais et maintenir une partie de l'effet antidouleur, permettant un sevrage plus facile. C'est une piste très sérieuse dans la lutte contre la dépendance. Ça, c'est une application concrète et potentiellement révolutionnaire. Mais on est bien d'accord, il ne s'agit pas de remplacer les traitements existants. En autonome, les preuves sont bien trop faibles. Mais comme complément, comme outil pour aider au sevrage, ou simplement pour mieux comprendre les mécanismes de la perception de la douleur, le potentiel est immense. La prudence reste le maître mot. En résumé de cette exploration, on se retrouve avec une conclusion pleine de nuances. D'un côté, les placebos administrés en toute transparence ne semblent pas améliorer la performance physique objective. Le chrono ne ment pas. Mais de l'autre, ils semblent avoir un effet modeste mais réel sur la perception de la douleur. Et même si on doit prendre ce résultat avec d'énormes pincettes à cause des biais possibles, il nous montre la puissance phénoménale du contexte, du rituel et de la relation thérapeutique dans l'expérience de la douleur. L'idée forte à retenir, c'est peut-être que l'acte de se soigner, le cadre, l'attention qu'on y porte, a une valeur en soi. Une valeur qui va bien au-delà de la simple chimie de ce qu'on avale. C'est tout à fait ça. Et pour terminer sur une note prospective, les auteurs de l'étude suggèrent une piste d'avenir vraiment stimulante. Ils disent que les OLP pourraient résoudre un casse-tête majeur dans un autre domaine de la recherche, celui des thérapies non pharmacologiques. Pensez aux études sur la kinésithérapie, l'acupuncture ou même les psychothérapies. Oui, comment on crée un placebo pour une séance de kiné? Une fausse manipulation qui a l'air vraie. C'est quasiment impossible sans tromper le patient et le thérapeute. C'est un cauchemar méthodologique. Voilà. Et c'est là que le placebo en ouvert pourrait devenir un outil de comparaison universel. Ce qui nous laisse avec cette question provocatrice pour la suite. Et si l'avenir de la recherche n'était plus de chercher à créer des faux traitements de plus en plus sophistiqués pour duper les participants, mais plutôt d'utiliser ce placebo honnête et transparent comme le point de comparaison de base, histoire de voir si une nouvelle thérapie, quelle qu'elle soit, arrive à faire mieux que le pouvoir, déjà non négligeable, d'un rituel de soins partagé en pleine conscience.